Mes amis, on retrouve Yves-Marie Adeline pour nos chroniques de la royauté qui, je le sais, ont leur public. Plein de gens redécouvrent l'histoire de France et ça leur fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler de François Ier. Alors, je rappelle qu'on remonte l'histoire petit à petit. Nous avons parlé de Louis XIV, d'Henri IV. Alors, on fait les rois les plus emblématiques, mais d'autres mériteraient qu'on s'y arrête, évidemment. Mais on fait de la culture générale, comme on disait à une époque. Et nous allons aujourd'hui parler, donc après avoir parlé de Louis XIV, d'Henri IV, la capsule sur Louis XVI a suscité pas mal d'intérêt aussi. Nous allons aujourd'hui parler de François Ier, roi emblématique pour des raisons tout à fait particulières, parce que c'est un roi rocambolesque au fond. Beaucoup de choses lui sont arrivées pendant sa vie. Et au fond, il a été essentiellement connu pour avoir assuré d'une façon ou d'une autre l'introduction de la Renaissance en France et un contact privilégié avec l'Italie. Mais on peut peut-être repréciser d'abord à quelle branche de la famille régnante il appartenait et comment il a pu se retrouver au pouvoir. Alors, il est d'une branche cadette des Valois. Vous savez que les Valois commencent au Moyen-Âge avec Philippe VI de Valois, quand les Capétiens, que l'on dit directs, s'éteignent après les enfants de Philippe le Bel. Et donc, il y a eu les Valois qui ont duré quand même longtemps. Et lui, c'est encore un Valois, mais c'est un Valois Angoulême. Voilà, c'est une petite branche secondaire après Louis XII, qui n'a pas eu de descendance et dont le frère est mort, et ben c'est François Ier, qui, cela dit, qui était lié familialement avec Louis XII quand même, pas seulement par l'aînesse capétienne. C'est François Ier qui monte sur le trône, et c'est vrai qu'il va être un roi emblématique, non pas malgré lui, parce qu'il a de très grandes qualités personnelles, mais c'est vrai qu'il arrive à une époque de bascule dans l'histoire, où on rentre vraiment de plein pied dans ce qu'on appelle les temps modernes. Alors, c'est une expression un peu fourre-tout, mais déjà, quand on voit sa naissance, il est né en 1494, donc c'est 2 ans après la découverte de l'Amérique. On ne sait pas encore que c'est l'Amérique, on croit qu'on a trouvé une nouvelle route des Indes qui nous dispense de passer par l'Empire ottoman, etc., le monde arabe. Enfin, en tout cas, on a découvert ce continent. Et il va mourir, il n'aura même pas 60 ans, puisqu'il meurt en 1547. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il est un roi emblématique? C'est que c'est pour des raisons purement géopolitiques, en fait. Par famille, la Maison de France estime qu'elle a des droits dynastiques sur la succession au trône de Naples. Il faut savoir que cette moitié sud de l'Italie, c'est ce fameux royaume des 2 Siciles, qu'on a appelé royaume de Naples aussi, qui a été très prospère et qui sera détruit par la conquête beaucoup plus tard, au XIXe siècle, des nordistes de la maison de Savoie, qui vont ruiner cette malheureuse région et qui maintenant l'appellent le Mezzogiorno et la considèrent avec mépris. Évidemment, c'est facile, ils ont commencé par la ruiner. Enfin bref, ça c'est une autre affaire. On prend les règlements de compte avec la famille de Savoie, qui, on le rappelle, est la famille, en principe, titulaire du trône en Italie. Du royaume d'Italie, mais l'Italie n'étant pas une nation, l'Italie c'est une expression géographique, et d'ailleurs quand vous êtes à Naples, vous êtes dans la grande Grèce de l'Antiquité, hein, quand vous êtes aussi bien à Naples qu'en Calabre, en Sicile, etc. Naples, c'est Néapolis, hein, c'est la nouvelle ville. Il n'y a pas de nation italienne. Il y a eu un empire romain, mais non pas un empire italien. Bon, ce n'est pas l'histoire de France, là. Et puis, par ailleurs, la Maison de France revendique aussi la succession sur le duché du Milanais, donc dans le nord, cette fois-ci, de l'Italie. Et donc, les rois de France, à partir de Charles VIII, vont s'engager dans la péninsule italienne pour réclamer ce qu'ils estiment leur revenir, à savoir le royaume de Naples et aussi le duché du Milanais. Mais la France va se heurter à un nouveau grand défi dans son histoire. C'est étonnant d'ailleurs l'histoire de notre pays, parce que à un défi succède un autre.
la France est à peine sortie de cette grande question de la guerre de 100 ans, qui a duré 116 ans en réalité. Elle en est sortie finalement victorieuse, même si elle laisse pendant un certain temps encore, et d'ailleurs encore sous François Ier, le Calaisie, c'est-à-dire la région autour de Calais, qui reste anglaise. Et c'est d'ailleurs là qu'il y aura le camp du Drap d'Or, la fameuse entrevue entre François Ier et Henri VIII, le célèbre roi anglais Henri VIII. Mais elle s'est sortie quand même victorieusement de cette épreuve. Et puis, un nouveau défi l'attend, c'est la constitution uniquement par le jeu des héritages de cet immense empire que sera l'empire de Charles Quint, puisque Charles Quint est d'abord l'héritier des couronnes d'Espagne, avec donc tout l'empire américain qui y est attaché, et il se présente à l'élection au trône du Saint-Empire, puisque le trône est électif. François Ier aussi se présente à cette élection-là. Saint-Empire romain germanique. Oui, le Saint-Empire romain germanique. Ce qui correspond à l'Allemagne plus la Tchécoslovaquie d'aujourd'hui, comme ça. La Bohème, et puis oui, et puis même la Suisse, voilà. Donc et il fut un temps où c'était encore plus important que ça. Mais et donc François Ier échoue à se faire élire. Alors, dans un premier temps, dès son arrivée sur le trône en 1515, revendiquant le milanais après ses deux prédécesseurs, le prédécesseur immédiat étant Louis XII, il remporte une bataille extraordinaire, la fameuse bataille de Marignan. C'est la seule date que les Français retiennent, 1515, bataille de Marignan, contre les Suisses, car à l'époque, les Suisses sont une nation guerrière. Elle a désormais perdu sa neutralité dans l'affaire ukrainienne, mais enfin, ça fait longtemps que c'était un pays neutre, mais à l'époque, c'était un pays combattant. Et après cette grande victoire sur les Suisses, qui étaient les alliés des impériaux, en fait, de Charles Quint, etc., eh bien, la France a passé un traité de paix perpétuelle avec la Suisse. Et ce traité sera trahi, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs, par la République française en 1798, qui envahira la Suisse, en fera la Confédération helvétique avec Bonaparte comme protecteur, etc. Donc, jusqu'en 1798, la France a vécu sous un régime non pas d'alliance, mais de paix perpétuelle avec la Suisse. Alors, après, disons 5 ans après, comme François Ier a très peur je vais vous couper parce que vous allez très vite, puisque beaucoup de questions sont un peu perdues. Ce qu'il faut redire, c'est qu'à l'époque, il y a quelques puissances en Europe. La France. Il y a 3 grandes puissances. La France, l'Angleterre et l'Empire de Charles Quint. Mais l'Empire de Charles Quint va aussi coexister avec l'Empire austro-hongrois. Ah non. Non, on n'en est pas du tout là. Non. Et laissez-moi finir. Et donc, Charles Quint agrège à lui la puissance espagnole, mais avant Charles Quint, si j'ose dire, il y a bien l'Espagne, l'Angleterre, la France, l'Empire romain germanique. Oui. Alors, il y a 4 grandes puissances, d'accord. Voilà. Et Charles Quint réunit, alors, austro-hongrois, c'est vraiment 1864. Certes, mais on va quand même parler de l'arrivée des Ottomans devant Vienne. Et alors, on va parler de l'invasion du royaume de Hongrie par les Ottomans avec l'aide de la France, puisque voilà, disons, je voulais vous amener là-dessus. Voilà où vous vouliez en venir. Bon, alors on va en parler, bien entendu. Non, alors c'est vrai, il y a 4 grandes puissances. L'Espagne en fait partie parce qu'elle a conquis ce gigantesque empire américain, donc elle est très riche. On en a parlé dans la capsule précédente. Elle fait venir énormément d'or et d'argent d'Amérique. C'est d'ailleurs, ça va provoquer une crise, bien sûr, sur le prix des métaux, etc., enfin des métaux précieux, puisqu'il y a une trop grande quantité d'or et d'argent qui arrive en Europe. Et puis effectivement, Charles Quint se faisant élire empereur germanique, il associe les 2 couronnes, la couronne espagnole et la couronne germanique. Cela dit, même après lui, ce gigantesque empire va se dissocier
puisqu'il y aura un roi d'Espagne, Philippe II, et puis Ferdinand qui sera empereur germanique. Mais il y aura donc les Habsbourg d'Espagne et les Habsbourg d'Autriche. Tout ça, c'est la même maison, les Habsbourg. Et les Habsbourg avaient aussi hérité, tout ça, Charles Quint avait hérité, disons, des Flandres, des États de Bourgogne, du moins il prétendait recouvrer la souveraineté sur la Bourgogne que la France avait récupérée. Mais enfin, Marie, la fille de Charles le Téméraire, était supposée avoir transmis, disons, le patrimoine bourguignon à Charles Quint. Alors, donc, je vous coupe là aussi, et pour que les gens comprennent, puisque en France, on n'enseigne pas l'histoire de Charles Quint, on parle plus de François Ier que de Charles Quint, on n'enseigne pas non plus l'histoire de la Bourgogne. Je souhaite qu'on fasse une capsule sur la Bourgogne et sur ce qui a été le rapport entre la Bourgogne et la France, que peu de Français savent qu'au fond, la Bourgogne a eu à un moment donné un moment d'indépendance qui était important, et puis j'espère qu'on remontera à l'origine de la Lotharingie et de ces partages territoriaux. Mais si on essaye de se représenter ce qu'est l'empire de Charles Quint à l'époque, c'est l'Union européenne, moins la France et moins l'Angleterre. Oui, à peu près, on peut dire ça, puisque… De cet ordre-là. Oui, puisque Charles Quint, c'est lui qui arrive à mettre la main sur l'Italie, les fameuses régions que la Maison de France revendiquait, notamment le royaume de Naples. Et c'est comme ça d'ailleurs que, comme vous le savez, les Italiens, appelons-les les Italiens, au moins les habitants géographiques de cette péninsule, transforment tout ce qui touche en or. Et c'est comme ça que le baba au rhum sera inventé à Naples, puisque le rhum qui vient des Amériques, qui arrive à Naples, ces gens-là qui ont le génie culturel, enfin voilà, hein, c'est le centre de la civilisation européenne, cette péninsule-là, vont créer ce merveilleux baba au rhum. On sent le mouvement d'émotion, Marie, en pensant à ce bon baba au rhum. Ce qu'on peut là aussi ajouter, c'est que donc, dans cet ensemble, la capitale de l'empire de Charles Quint, elle est curieusement à Bruxelles. Oui, alors ce sont d'ailleurs, au moment du partage, ce pays qui… enfin, bon, on en a déjà parlé, de la fameuse Belgique, s'appellera les Pays-Bas espagnols, puis les Pays-Bas autrichiens. Donc, quand on disait les Pays-Bas à l'époque, on voulait parler de ce qu'est aujourd'hui la Belgique. Et c'est vrai qu'il y a une énorme influence, enfin, il y a une imprégnation de cet empire sur ce qu'on appelle aujourd'hui la Belgique. Alors, le défi, donc, pour revenir à François Ier, le défi qui est un roi très dynamique, très enthousiaste, un géant, probablement le plus grand roi en taille que nous ayons jamais eu, plus grand encore que Louis XVI, parce qu'il devait faire 1,98 m, donc il devait faire 5 cm de plus que Louis XVI. Et c'est un homme qui a essayé l'alliance anglaise contre Charles Quint, c'est la fameuse entrevue du Drap d'Or en 1520, et où là, dans le Calaisie, donc on est encore en terre anglaise, sous souveraineté anglaise, c'est son successeur à lui qui récupérera ensuite le Calaisie sur l'Angleterre, fait ce fameux camp du Drap d'Or. Alors pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce que chaque roi, Henri VIII et François Ier, voulaient épater l'autre, et donc on a installé un tas de tentes. Il n'y a pas d'endroit aujourd'hui. Alors on a à peu près repéré l'endroit où étaient montées ces tentes-là, mais c'était pas une ville. Et donc, c'était des tentes d'un luxe extraordinaire et souvent tissées avec du fil d'or. Et nous étions au mois de juin, qui n'avait aucun rapport avec notre mois de juin d'aujourd'hui, où le ciel est gris et il pleut tout le temps. Là, il faisait vraiment beau. Et par conséquent, le soleil faisait briller les tentes. Et ça a énormément marqué les esprits. Mais cette entrevue n'a pas servi à grand-chose. D'abord, la femme d'Henri VIII, la première de ces 6 femmes, s'appelait Catherine d'Aragon, et donc évidemment il y avait un lien avec l'Espagne. Et François Ier a tout fait pour convaincre Henri VIII de rentrer dans une alliance contre l'Espagne. Bon, il a échoué. Alors François Ier
comment est-ce qu'il fait rentrer ce qu'on appelle un peu bêtement la Renaissance, mais enfin, effectivement, un changement de paradigme, notamment en matière artistique, ben, c'est toutes ces excursions, enfin, ces expéditions, pardon, en Italie, qui font que les Italiens, en fait, avaient pris quelque chose comme presque 100 ans d'avance sur tout le monde dans cette modification. Ce qu'on appelle le Quattrocento, c'est-à-dire ce qui correspond à nous au XVe siècle, mais même au Trecento, il y avait déjà une évolution extraordinaire des arts, de la peinture, de l'architecture. Il y a probablement un lien avec l'effondrement de l'Empire romain d'Orient, hein, qu'au XVIe siècle, on va rebaptiser Empire byzantin. C'est un mot qui n'a jamais été prononcé à cette époque-là. C'est une fantaisie d'un historien, comme les historiens n'en sont pas avares, en particulier au XIXe siècle, où ils vont inventer un tas d'expressions absurdes du type Empire byzantin, croisade, enfin des noms qui n'existaient pas. En tout cas, cet Empire romain d'Orient est en train de s'effondrer et probablement qu'il y a un héritage, disons, romain qui revient par l'Italie, qui est le pays le plus proche, si vous voulez. Et donc, la France va s'embellir de magnifiques monuments que seront Fontainebleau, Chambord, etc. Et tout ça grâce à François Ier. Voilà, il va y avoir une influence des artistes italiens. Oui. Qui va se faire à l'occasion des guerres. C'est-à-dire que ça va être l'occasion de... À l'occasion des guerres, oui. Voilà. Ben oui, c'est à l'occasion des guerres, qui sont des guerres très difficiles, d'ailleurs, qu'on finira par perdre, hein, sans même parler du désastre de Pavie dès 1525, où le roi est fait prisonnier par Charles Quint. C'est le 3e roi de France à être fait prisonnier. Le premier aura été Jean de Lebon, Saint-Louis d'abord, en Égypte, Jean de Lebon, et puis là, François Ier. Et donc, il va devoir payer. Vous êtes sympathique que Louis XI a été emprisonné par Charles le Téméraire. Ah, par Charles le Téméraire. Voilà, ne l'oublions pas. Oui, alors il est plutôt pris en otage. Enfin, c'est plus de la pression qu'il subit que vraiment un emprisonnement proprement parlé. D'autant que Charles le Téméraire est supposé être quand même son vassal. Il est non seulement son cousin, puisqu'il est du sang de France, mais il est quand même supposé être son vassal. Du moins pour les possessions françaises, et non pas, bien entendu, pour les possessions pour la Bourgogne flamande, bien entendu. Je un Français pour croire que la Flandre ne soit pas bourguignonne. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que, donc, au fond, François Ier va être dans la suite de cette guerre de 100 ans qui a ruiné la France face à l'Angleterre. Il va être le roi d'une formidable modernisation par la politique étrangère, par la guerre, mais aussi par des alliances contre nature, notamment avec le sultan contre Charles Quint. Alors, oui, je vais vous répondre, je reviens un tout petit peu sur la ruine. D'abord, c'est quand même une histoire qui a 40 ans. Lorsque François Ier est né, je vous ai dit 94, la guerre de 100 ans prend fin en 1453. Enfin, vous voyez, donc c'est l'État français a été est ressorti considérablement renforcé de cette longue épreuve, puisque la féodalité s'est écroulée. Il n'est resté que, effectivement, Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne, qu'il a fallu vaincre, et ça, ce sera l'œuvre de Louis XI. Mais effectivement, François Ier se retrouve dans une situation où c'est à la fois l'arrivée d'une réforme des arts, des lettres, etc. C'est aussi les premiers temps des querelles religieuses entre les catholiques et les protestants. Et François Ier va adopter une attitude qui est typiquement celle du tiers parti dont on a parlé dans la dernière capsule avec Henri IV, où lui, il considère que la France, c'est un État, la France, c'est la France. Lui, il n'a pas à obéir à des lobbies d'où qu'ils viennent. Il est catholique, voilà, sans aucun doute, mais les intérêts de la France sont des intérêts purement géopolitiques qui échappent à toutes les solidarités religieuses. Et par conséquent, il n'hésite pas à passer une alliance qui n'est quand même pas une alliance
exhaustive. Enfin, il prend pas à revers Vienne, enfin, et le Saint-Empire pour aider les Turcs. Mais c'est vrai qu'il passe une alliance avec Soliman le Magnifique, qui est la figure la plus célèbre de l'Empire ottoman. Et une alliance qui va d'ailleurs permettre à la France de bénéficier d'avantages certains dans les lieux saints, par exemple. Tout ça va être perdu après la Première Guerre mondiale, où la France sera trahie, bien entendu, par les Américains, mais aussi par les Anglais, où elle perdra les privilèges qu'elle avait, les privilèges diplomatiques qu'elle avait sur les lieux saints. Et puis, il va passer des alliances avec des princes protestants d'Allemagne, justement pour affaiblir la puissance, la maison d'Autriche, qu'on appelait la maison d'Autriche, c'est-à-dire les Habsbourg, qui est une maison catholique. La France ne participera pas à cette grande bataille navale de Lépante qui va mettre fin à l'expansion, disons, de l'Empire ottoman vers l'Occident. Hein. Les Ottomans ont été arrêtés une première fois à Malte et puis une deuxième fois à Lépante. La France n'y participe pas. Beaucoup de gens, d'ailleurs, en France, disons, qui sont très pieux, très catholiques, reprocheront à François Ier cette espèce de neutralité géopolitique qui consiste à défendre les intérêts français en dépit des concordances que l'on peut trouver entre une nation catholique comme la France et une nation catholique comme la Maison d'Autriche, enfin, comme l'Autriche. Pour que ce soit bien clair, concrètement, contrairement à ce qu'une certaine idée de l'identité française est proférée aujourd'hui, François Ier va passer des alliances avec un chef d'État musulman contre des chefs d'État catholiques. Et l'expansion de ce chef d'État musulman, le sultan, se fait au nom de l'islam. Et François Ier ne va pas hésiter à passer un accord, un traité d'alliance avec ce musulman contre des rois catholiques menacés en Europe. Oui, alors il joue pas un rôle militaire majeur dans cette affaire, bien entendu. Mais c'est vrai que il empêche l'écrasement de la France. La France s'est sentie menacée d'étranglement, puisque depuis les Flandres jusqu'aux Pyrénées, en passant par le nord de l'Italie, la France était encerclée par cet empire. Et elle a eu peur de mourir de cet encerclement. Et donc, elle n'a pas hésité. Si vous savez, c'est un peu comme l'Angleterre de Churchill qui passe un pacte avec le diable, Staline, contre l'Allemagne. En fait, c'est ça. Les intérêts supérieurs de la France exigeaient que l'on signât, disons, un traité d'amitié avec Soliman le Magnifique, alors que effectivement, Soliman le Magnifique, lui, était un conquérant au nom de l'islam. Hein. Il était le calife, pas seulement le sultan, mais aussi le calife de l'islam. Et le même phénomène va se produire avec des princes protestants d'Allemagne, donc de cette grande région qu'on appelle l'Allemagne, où il y a énormément d'États qui sont indépendants, disons simplement vassalisés par l'empereur, et François Ier n'hésitera pas à passer des accords avec ces princes protestants, ce qui est une manière aussi pour la France d'empêcher l'unification de tous ces pays-là en un seul. Dieu sait si beaucoup plus tard, la France paiera cher l'unité allemande, l'unification de l'Allemagne. Car là, évidemment, les Allemands unis, vous savez qu'allemand, ça veut dire alles Menschen, ça veut dire tous les hommes. Hein, il y a un sens aussi démographique là-dedans. Lorsque ces gens-là parviendront à s'unir, eh bien, ils constitueront l'immense puissance allemande que la France a dû affronter, dont elle a beaucoup souffert. Donc voilà, il y avait aussi cette idée-là, c'est-à-dire se créer des fidélités. Ça n'a quand même pas suffi à permettre à François Ier de se faire élire. D'abord, il a fallu qu'il donne beaucoup d'argent à tout le monde, car c'est comme en démocratie, bien sûr, hein, l'élection s'achète. Vous êtes bien placé pour le savoir. Non, je n'ai acheté personne, et je ne suis d'ailleurs pas élu. Mais oui, toute forme de malentendu, mais il est vrai que nous assistons à un concours d'achat de subventions. Voilà. Vous appelez l'économie encadrée, on utilise les moyens de l'État pour acheter des voix. Vous êtes vache. Jamais mon livre va parler de ça. Bref, peu importe. Donc, effectivement, ça n'a pas suffi. Pour le coup, Charles Quint avait des ressources plus importantes et donc ça lui a permis d'acheter
cette élection et ensuite de pérenniser la couronne du Saint-Empire sur une tête autrichienne. C'est comme ça que les Habsbourg sont devenus jusqu'à la chute. Alors là, pour le coup, il va y avoir des évolutions. Là, le Saint-Empire va mourir presque de sa belle mort sous Napoléon, mais il y aura quand même l'Empire d'Autriche, puis Autriche-Hongrie. Tout ça, ce seront encore des Habsbourg. Donc la maison d'Autriche va être la grande menace pour la France pendant longtemps, pendant des générations de rois, jusqu'à ce que les rois de France finissent par comprendre que désormais la menace n'est plus l'Autriche, mais d'autres maisons, notamment une maison qui est en train de monter, qui est celle de la Prusse, etc. L'opinion publique ne le comprendra pas. Des gens comme Voltaire et autres ne comprenaient rien à tout cela. Et c'est comme ça qu'on traitera Marie-Antoinette chienne d'Autrichienne, etc. Il y a cette haine contre les Autrichiens qui va durer très longtemps en France. Donc voilà, c'est évidemment. On va revenir à notre François Ier. Donc on a compris que il est l'homme de cette diplomatie culturelle au fond. On peut dire qu'il a ouvert un volet où l'invitation d'artistes étrangers faisait partie du rayonnement du pays et Oui. d'une volonté de modernisation du pays. C'est-à-dire qu'il est le contraire même d'un certain protectionnisme dont on fait l'éloge, dont des défenseurs aujourd'hui de l'Ancien Régime se font les porte-paroles. C'est un homme qui va comprendre que, au fond, on modernise aussi par la culture, par l'architecture, par des grands investissements publics. On pense évidemment au château de Chambord, qui est une œuvre extraordinaire de François Ier, avec la salamandre. Je ne sais pas si la salamandre vous inspire. C'est son symbole. Oui, vous la trouvez partout à Chambord, la salamandre. Oui. Mais ça, c'est un symbole particulier pour lui. Justement, c'est l'animal qui n'a pas peur du feu, hein, même encerclé dans le feu, c'est l'animal qui fait face. Et François Ier est un homme qui a dû faire face à un tas. Bien sûr, il a pu se couvrir de gloire. On l'a appelé le roi chevalier. Aucun rapport, évidemment, avec le roi Albert. Donc, le roi chevalier et... je l'explique parce que peu de gens vont la saisir au bon. Donc, le roi des Belges, qui était encore roi de Belgique à l'époque, qui a mené la résistance en 1914 contre son cousin, qui était empereur d'Allemagne, donc le roi Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, qui, rappelons-le, était aussi un cousin et du tsar et du roi d'Angleterre. Mais Albert était anti-allemand, ce qui n'a pas été le cas de son fils, de son neveu Léopold III. Mais Albert donc était appelé le roi chevalier puisqu'il a défendu l'intégrité du territoire national, vaille que vaille, et la Belgique n'a jamais été complètement conquise par les Allemands. Private joke, mais j'en profite pour... Absolument, pas complètement. Les liens entre les familles régnantes et l'esprit allemand. Alors François, c'est différent. Il est adoubé chevalier par Bayard. Et c'est une très belle anecdote qui montre ce que devrait être vraiment l'esprit de la chevalerie. Puisque le roi lui-même pose un genou en terre et dit maintenant, Bayard, c'est après la bataille, enfin au soir de la bataille, de la victoire de Marignan, il dit maintenant, Bayard, tu vas m'adouber chevalier. Et Bayard lui répond, messire, vous n'y pensez pas. Et François Ier met un genou en terre et lui dit « Allons vite, Bayard, nous sommes pressés ». C'est très beau, voilà. Et c'est comme ça qu'il a réellement été adoubé chevalier. Autrement dit, on peut venir de n'importe où, du plus haut comme du plus bas. La chevalerie repose vraiment sur le mérite. Ce qui fait un peu réfléchir sur les limites mondaines, alors dont on peut comprendre l'origine pour autrefois, celle de l'ordre de Malte par exemple, avec les 16 quartiers, tous ces trucs-là, c'est la négation même de la chevalerie, du mérite chevaleresque. Bref, donc François Ier a énormément construit en France. On reproche à Louis XIV d'avoir beaucoup construit. François Ier a construit un nombre de châteaux hallucinants. Et c'était un homme qui aimait les arts, qui a protégé les poètes. On est à une époque où le renforcement de l'État est tel que les mécènes ne peuvent plus vraiment, contrairement à l'Allemagne, les mécènes ne peuvent plus vraiment être de simples seigneurs locaux, mais le roi. Vraiment, enfin l'État, et donc il a protégé des gens comme Marot, par exemple, Clément Marot, qui est blessé d'ailleurs à Pavie,
Voilà, donc c'est un homme qui est très sensible à l'art, et c'est vrai que c'est à cette époque-là que la France va s'italianiser, si vous voulez. Alors vous parliez de protectionnisme et de barrières douanières. On a l'époque que l'on mérite, bien sûr, mais enfin entre l'italianisation et l'américanisation, je choisis quand même plutôt l'époque de François Ier. Hein. Voilà, parce que nous, vous la choisissez, mais vous n'y avez pas vécu. Mais j'y ai pas vécu, mais je veux dire, je préfère évidemment la culture italienne à la sous-culture américaine. Donc en tout cas, c'est un homme qui va incarner toute cette époque de profonde mutation. On pourrait presque parler d'une époque heureuse, parce que bientôt, après lui, les guerres de religion les querelles religieuses vont vraiment arriver en France. Elles avaient commencé plus tôt en Allemagne, puisque Luther est un Allemand. Et là, ça va être terrible. Et donc, toute cette période, disons, qui aboutira à Henri IV, dont on a déjà parlé à la capsule précédente. Mais ça ne veut pas dire que tout se passait, que tout était parfait, bien entendu. François Ier. Alors, cela dit, il s'entoure, lui, pour le coup, de serviteurs qui peuvent tout aussi bien être des protestants que des catholiques. Ça ne lui pose aucun problème. Par exemple, j'en cite un parce que j'en suis issu, mais il y a Bertrand d'Ornezan qui est envoyé c'est une famille qui est du sud-ouest, lui est protestant, il est envoyé en Provence pour défendre les îles d'Or contre les incursions barbaresques, on dirait algériennes aujourd'hui, mais enfin l'Algérie est une invention de la France, donc les incursions barbaresques. Il a d'ailleurs pas très bien réussi dans sa mission. Donc vous voyez que beaucoup de ses serviteurs, enfin de ceux qui étaient tout autour de lui, pouvaient être à ce moment-là, des deux croyances. Et ça n'atteignait pas l'intensité des querelles que l'on va connaître dans les siècles, dans les règnes qui suivront. Bon, écoutez, je crois qu'on a compris qu'au fond, l'histoire de France est aussi l'histoire de relations avec les pays étrangers, y compris d'imprégnation culturelle. Ce qui m'intéresserait, puisqu'on a évoqué la question de Charles Quint, qui est un grand mystère pour les Français, je vois bien, moi, quand je parle autour de moi, à des gens, y compris diplômés de sciences humaines, Charles Quint est un personnage mystérieux, ou en tout cas très méconnu. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'on évoque la naissance de cet empire de Charles Quint, les signes précurseurs de cet empire, en parlant de l'éternel, de l'universel règne qui était Louis XI, le roi Louis XI, de sa relation avec Charles le Téméraire, donc des relations entre la France et la Bourgogne, puisque peu de Français savent que très longtemps, la Bourgogne, au fond, n'a pas été française et même a voulu faire sécession. Non, alors elle a voulu faire sécession, mais parce qu'il y a eu des mariages entre le premier duc de Bourgogne, qui a été institué par Charles le Sage, Charles V, et Charles le Téméraire. Il y a eu une évolution de la situation. Donc, si vous voulez, on parlera de ça, mais alors on ne peut pas être encore à ce moment-là. On peut consacrer un numéro à l'évolution de la maison de Bourgogne, puisque. D'accord, jusqu'à Charles Quint. Il y a le comté, il y a la principauté de Bourgogne, qui sont des entités relativement différentes, d'ailleurs avec qui ont coexisté entre elles pendant un certain temps, le rôle de Dijon, le rôle de Nancy, le rôle de Bruxelles, le rôle de Bruges et de Gand aussi, puisqu'au fond, la Bourgogne est devenue une espèce d'entité précurseur de la Belgique par la force des choses. Et peu de Français connaissent cette histoire. Ça, c'est vrai, c'est vrai. On pourra même évoquer la cuisine. La cuisine. Oui, quand vous allez à Louvain, la vraie Louvain, Leuven, hein, et que vous commandez ce qu'on vous présente comme un bœuf flamand, je ne sais plus comment on disait ça à Louvain. Carbonade flamand. C'est le bœuf bourguignon. C'est le bœuf bourguignon. C'est exactement le même. Oh, il est encore meilleur, vous voulez dire? Oui, ça, certainement. Il est préparé au four. Ah oui, donc la viande est plus tendre alors, c'est ça? Ouais, et en tout cas, elle mijote dans la sauce au four, alors que le bœuf bourguignon est en daube, donc à l'estouffade. Bon, on parle de tout ça, y compris de cuisine, la semaine prochaine. D'accord. Au revoir, Eric.